Bonjour à tous, je vais donc vous parler de Proust, de Marcel Proust, et qui, comme vous le savez, l'un des écrivains, peut-être l'écrivain français le plus connu dans le monde, en tous les cas la référence absolue de la littérature française dans le monde entier, qui est un écrivain aussi qui reste très lu quand même aujourd'hui. Tout le monde ne lit pas l'intégralité de Proust, j'y reviendrai, mais du côté de chez Swann, il y a beaucoup de personnes qui essaye de tenter encore cette aventure, et j'espère que pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas déjà tenté, après avoir écouté les quelques considérations proustiennes que j'ai envie de vous délivrer aujourd'hui, vous aurez vous aussi envie de vous embarquer dans ce grand voyage. Alors Proust, on va surtout parler de son œuvre. Je parlerai un petit peu de sa vie à quelques moments, mais on va surtout parler de son œuvre et de son œuvre principale, hein, qui est, comme vous le savez, À la recherche du temps perdu, un ensemble de 7 romans, dont les 3 derniers vont paraître à titre posthume, puisque Proust meurt en 22 et le dernier tome, Le temps retrouvé, paraît en 1927. Alors la première chose que je voulais vous faire remarquer sur Proust, c'est dans le titre, justement, À la recherche du temps perdu. Parce que dans l'imaginaire collectif, on a souvent, et j'y reviendrai aussi, associé Proust à ces histoires de Madeleine, au fait que Proust s'intéresse aux souvenirs qu'on peut avoir de notre enfance, aux faits marquants de notre enfance et à la manière dont ces souvenirs réapparaissent. Et donc, la recherche du temps perdu, eh bien, c'est essayer de faire renaître, d'une manière ou d'une autre, ce passé ancien, ce passé un peu idéalisé, ce passé paradisiaque que l'on avait qu'on en a connu quand on était enfant. Mais il ne faut pas s'arrêter là dans le titre de Proust. À la recherche du temps perdu, c'est aussi le temps perdu, c'est le temps perdu qu'on fait quand on ne consacre pas son temps à des choses essentielles. C'est le temps perdu quand on imagine que quelque chose va nous faire plaisir et qu'en fait on est déçu, quand on imagine un voyage et que finalement c'est arrivé sur place, c'est pas aussi bien qu'on l'espérait. C'est quand on tombe amoureux de quelqu'un et que finalement, une fois que les 2-3 premiers jours, 3 premières semaines, 3 premiers mois, 3 premières années sont passées, eh bien l'idylle est moins féerique que ce qu'on avait imaginé. Donc c'est ça aussi le temps perdu. Le temps perdu, en fait, parce que de quoi ça parle, la recherche du temps perdu, c'est la naissance d'une vocation d'un écrivain. Et la recherche du temps perdu, c'est précisément essayer de, une fois que cet écrivain, ce héros, aura essayé tout un tas d'actions dans la vie dont il pensait qu'elle pouvait le conduire au bonheur. Ça pouvait être l'ascension sociale, ça pouvait être l'amour, ça pouvait être le voyage, ça pouvait être la découverte de l'art. Il va essayer tout ça un peu progressivement. Et il va se rendre compte que finalement, ce qui compte pour lui, c'est d'écrire un roman, et on se rend compte à la toute fin, c'est assez magique, c'est ce côté un peu cyclique de la recherche du temps perdu, que le roman qu'il commence à écrire, c'est le roman qu'on vient de lire. Donc c'est pour ça aussi que les Proustiens, ils continuent, c'est un peu comme les hamsters dans leur cage, parce qu'il y a un côté très cyclique. Une fois qu'on a fini À la recherche du temps perdu, on comprend que le livre que le héros se met à écrire, c'est le livre qu'on vient de lire, donc on est invité à le relire tout de suite. Donc c'est important, c'est intéressant d'avoir à l'esprit cette dualité du titre. C'est assez amusant, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu comme ça, des doubles portes dans l'œuvre de Proust, et celle-là, dans le titre, me paraît vraiment importante à avoir en tête. Ne pas voir uniquement le soleil que représente la Madeleine dans la considération qu'on peut avoir de l'œuvre de Proust, surtout quand on ne le connaît pas très bien, mais aussi penser que le temps perdu, c'est le temps qu'on gaspille à faire des choses qui nous écartent de notre vocation, et en l'occurrence pour le héros de ce livre, de sa vocation littéraire. Alors ce qui est intéressant aussi, si on regarde toujours dans un titre un peu symbolique, c'est que tout le monde connaît la première phrase, quasiment tout le monde connaît la première phrase de la recherche, longtemps je me suis couché de bonne heure. Ça commence donc par des évocations de quelqu'un qui s'endort et qui va commencer à se souvenir de manière un peu forcée, avant l'épisode de la Madeleine, j'y reviendrai aussi, de se souvenir de son enfance. Donc il se souvient qu'il se couchait, il est lui-même en train de se coucher, et il se souvient qu'il essaie de s'endormir et qu'il se couchait souvent tôt. Et ce qui est intéressant, c'est que le dernier mot,
alors 1 million de mots, 1 million de pages plus tard, enfin vraiment après donc ces 7 volumes, qui sont des volumes avec beaucoup de pages chacun. Et le dernier mot, c'est le temps, T-E-N-P-S. Et donc, c'est un petit symbole, mais que j'aime bien évoquer en introduction. La première syllabe de la recherche du temps perdu, qui est long, et la dernière, donc plusieurs milliers de pages ensuite, qui est temps, forme le premier mot, longtemps. C'est un peu comme si Proust avait, un peu comme l'expansion de l'univers, il y a un côté très universel dans le de Proust, et c'est un peu comme si, à partir d'un mot, longtemps, eh ben, il avait étendu, comme ça, progressivement tout son roman. C'était une espèce de grosse expansion d'un seul mot, longtemps. Et c'est ce côté qui renforce en quelque sorte le caractère cyclique dont je vous parlais à propos du titre. Longtemps, et entre le long et le temps, il y a des milliers de mots qui vont nous raconter cette aventure incroyable. Alors je vais la lire, la dernière phrase, parce qu'on ne la connaît pas bien, un peu moins bien que la première, et elle est très belle aussi, parce que c'est une sorte de conclusion. Et puis, comme je vous le disais, c'est ce qui donne envie aussi de recommencer. Donc, je vais vous lire la dernière phrase du temps retrouvé, donc la dernière phrase dans la recherche du temps perdu. Donc, le narrateur, c'est comme ça qu'on appelle le héros, qui parle à la première personne, s'est rendu compte qu'il avait de sa vocation, qu'il avait une vocation littéraire, qu'il portait en lui une vocation littéraire, et il se met à écrire donc l'œuvre qu'on vient de lire. Et voilà ce qu'il dit à la fin, dernière phrase. C'est une phrase assez longue, comme souvent chez Proust, mais pas tout le temps. Une phrase assez longue. Aussi, si la force m'était laissée assez longtemps pour accomplir mon œuvre, ne manquerais-je pas d'abord d'y décrire les hommes, cela dût-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant une place si considérable, à côté de celle si restreinte qui leur est réservée dans l'espace, une place au contraire prolongée sans mesure, puisqu'ils touchent simultanément, comme des géants plongés dans les années à des époques vécues parues si distantes, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer dans le temps. Donc, ce qu'il explique, vous avez compris, c'est que dans l'espace, on occupe une place ridicule, alors que dans le temps, grâce à notre mémoire, grâce à cette superposition d'impressions qui nous rappellent certains moments de notre vie passée, on occupe une place complètement démesurée dans l'espace. Alors je vais justement maintenant m'étendre un tout petit peu sur ce symbole de la Madeleine, qui en général, même les gens qui n'ont pas lu Proust, connaissent la Madeleine de Proust. La Madeleine de Proust, c'est même il y a des émissions où on vous demande quelle est votre Madeleine de Proust, quelles sont vos Madeleines de Proust. Donc ce qu'on entend par là, en général, c'est quels sont les objets, les sensations qui vous font penser à votre passé. Puis quand on vous pose la question, vous dites, moi, je sais pas, quand j'étais jeune, ma mère avait l'habitude de me faire des mousses au chocolat, ou moi, mon père avait l'habitude de m'emmener au cinéma. Voilà, vous dites, ça, c'est ma Madeleine de Proust. Eh bien, en fait, non. C'est pas comme ça du tout que ça marche, parce que dans ce cas-là, quand vous faites une sorte de démarche intellectuelle, vous allez chercher par vous-même, dans votre mémoire volontaire comme le dit Proust, les impressions que vous croyez avoir gardées, et ça ne fait pas revivre le passé tel que Proust l'entend. C'est pas comme ça que ça doit marcher une Madeleine. Une Madeleine de Proust, si on vous demande quelle est votre Madeleine de Proust, pour que ce soit une vraie Madeleine, il faut que vous puissiez répondre « j'en sais absolument rien ». C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un effet de surprise absolument fondamental dans la renaissance du passé. Ce que Proust explique, c'est que quand on essaye volontairement de se souvenir de certains des événements de notre vie, de notre enfance ou de nos vies passées, eh bien, on se souvient effectivement de choses que notre intelligence a gardées à l'esprit, mais c'est pas ça qui fait revivre, c'est froid, c'est pas ça qui fait revivre vraiment le passé. Ça reste froid, ça reste insensible. Et pour qu'il y ait cette espèce de sensation d'éternité, cette superposition entre un moment présent et un moment passé qui, tout d'un coup, de manière complètement inattendue, on a l'impression d'être dans une coïncidence parfaite, il faut qu'il y ait un effet de surprise. Et c'est pour ça que Proust nous dit qu'en fait, il faut être très attentif à tout ce qui nous entoure, parce que on ne sait pas quel est l'objet qui va tout d'un coup, ou l'objet, ou le son, ou la sensation qui tout d'un coup peut nous rappeler notre enfance, notre passé. En l'occurrence, au tout début du roman, pour le narrateur, c'est une Madeleine,
Mais quand il prend une madeleine, il se dit pas, tiens, je vais manger une madeleine parce que ça va me rappeler mon passé. Il prend une madeleine et tout d'un coup, il se dit, mais ça me rappelle quelque chose, ça enclenche tout un processus intellectuel important chez lui, chez le narrateur. Et c'est seulement à ce moment-là que tout d'un coup, il y a cette espèce de révélation d'épiphanie, en quelque sorte. Et il se revoit, mais de manière très intense, manger cette même madeleine des années plus tôt. Alors je vais vous lire quelques citations là aussi pour bien vous faire comprendre l'importance que ça a, cet effet de surprise. Et j'espère que si un jour on vous demande quelle est votre Madeleine de Proust, vous direz bah, écoutez, je n'en sais rien, j'attends encore de la connaître. À tel point d'ailleurs que quand on a une Madeleine, ça marche qu'une fois en quelque sorte. C'est-à-dire qu'une fois que cet effet de surprise a produit justement cette sensation de coïncidence entre le passé et le présent, eh bien, si vous reprenez une madeleine, ça ne sera plus la même chose, parce que vous saurez que le souvenir attaché à la madeleine sera redevenu un souvenir volontaire, une sorte de mémoire froide et glacée, et ne produira plus du coup les mêmes effets. Voilà ce que Proust écrit. C'est peine perdue que nous cherchons à évoquer notre passé. Tous les efforts de notre intelligence sont inutiles. Il est caché hors de son domaine et de sa portée, en quelque objet matériel, en la sensation que nous donnerait cet objet matériel, que nous ne soupçonnons pas. Cet objet, il dépend du hasard que nous le rencontrions avant de mourir, ou que nous ne le rencontrions pas. Donc là, c'est très clair. C'est-à-dire qu'il faut être attentif à tout ce qui nous entoure, parce que le passé, notre passé, peut nous parler à tout moment. Il peut ne pas nous parler si on n'a pas de chance, si on n'a pas la chance de croiser, ou d'avoir cette sensation qui nous projettera dans le temps. Il dit aussi, dans un autre texte, là, ce que je vous ai cité, c'était un extrait de Du côté de chez Swann, dans un autre texte, il préface un livre de John Ruskin qui s'appelle La Bible d'Amiens, il dénonce cette mémoire, je cite, qui ne se rappelle que les faits, mais du passé profond ne peut rien ressaisir. Donc c'est la mémoire classique, la mémoire, voilà, qu'est-ce que tu faisais quand tu avais 12 ans? Quand j'avais 12 ans, j'étais à l'école, machin. Voilà. Ça, c'est cette mémoire pour Proust. Elle ne se rappelle que les faits, mais du passé profond ne peut rien ressaisir. C'est-à-dire qu'elle vous rappelle des faits, justement, mais elle ne vous replonge pas dans l'ambiance que vous aviez, dans les sensations que vous aviez pu connaître à ce moment-là. Il dit aussi la mémoire glacée que nous avons gardée de ces choses, la mémoire des faits qui nous dit « tu étais tel », sans nous permettre de le redevenir, qui nous affirme la réalité d'un paradis perdu, au lieu de nous le rendre dans un souvenir. Qui nous affirme la réalité d'un paradis perdu, au lieu de nous le rendre dans un souvenir. Donc Proust nous demande d'être attentifs, parce que nous pouvons croiser notre passé, et donc un moment d'éternité, parce que c'est ça que ça veut dire en fait, quand on a tout d'un coup une superposition entre un moment de présent et un moment de passé, mais une superposition où on ressent exactement la même chose, c'est une forme d'éternité, c'est-à-dire qu'on a vaincu le temps. Voilà. Et donc il faut être attentif à tout ce qui nous entoure pour qu'on puisse essayer au maximum, le plus souvent possible, même si ça demeure très rare, de vivre ces moments-là. Alors, je voudrais maintenant dire un mot du style de Proust, ou en tous les cas d'une des caractéristiques du style de Proust. On a parlé des longues phrases. Alors c'est vrai que on n'en a pas parlé, mais tout le monde sait, tout le monde associe Proust aux phrases assez longues, et c'est vrai que la plupart de ces phrases sont assez longues. Alors, ça peut être un peu surprenant au début, c'est surprenant comme de même que placer sa respiration quand on nage le crawl, c'est pas forcément toujours intuitif, mais il y a beaucoup de gens qui nagent très bien le crawl, donc il faut essayer justement de s'adapter à ce style proustien, parce qu'il veut toujours donner des détails, expliquer tout ne rien laisser au hasard, ne rien laisser dans l'ombre. Donc c'est pour ça que du coup ça fait des phrases assez longues. Et l'autre caractéristique, l'autre principale caractéristique, parce qu'il y en a bien d'autres, du style de Proust, c'est l'usage de la métaphore. Proust est quelqu'un qui procède énormément, très souvent, très fréquemment, par métaphore, avec des métaphores d'une beauté, d'une poésie. Rien que pour ça, il faut lire Proust. C'est des métaphores absolument magiques, quoi. C'est un poète, en plus d'être un écrivain, Proust. Hein. Et cette poésie se ressent dans ces métaphores. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une métaphore? C'est un lien inattendu, surprenant, entre deux sensations. Comparer telle sensation avec telle autre, telle impression avec telle autre. Et à quoi ça vous fait penser ça? C'est exactement la même chose qu'une réminiscence au sens proustien. C'est-à-dire que la réminiscence, c'est quand tout d'un coup un morceau de mon passé va coïncider avec un morceau de mon présent. Et la métaphore, c'est pareil. La métaphore, c'est quand une impression
que Proust veut décrire correspond à une autre impression, que pour mieux me faire comprendre l'impression que son héros ou que d'autres personnages sont en train de ressentir, il la compare à autre chose pour enrichir cette sensation, lui permettre de mieux nous la faire saisir. Hein. Et voilà ce qu'il dit justement. Il parle lui-même de son style. On peut faire se succéder indéfiniment dans une description les objets qui figuraient dans le lieu décrit. On peut faire une description classique, il y avait ça, il y avait ça. La vérité ne commencera qu'au moment où l'écrivain prendra deux objets différents, posera leur rapport, analogue dans le monde de l'art à celui qui est le rapport unique de la loi causale dans le monde de la science, et les enfermera dans les anneaux nécessaires d'un beau style. Même, ainsi que la vie, quand en rapprochant une qualité commune à deux sensations, il dégagera leur essence commune en les réunissant l'une et l'autre pour les soustraire aux contingences du temps dans une métaphore. Il explique bien que l'usage de la métaphore, au-delà de la poésie, de la beauté que ça ajoute au texte, eh bien, c'est aussi le même genre de démarche que celle qu'il entreprend quand il essaye de nous montrer qu'il faut être attentif à ces réminiscences fugaces de notre passé qui peuvent survenir à tout instant. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Il y en a des milliers des métaphores de Proust. Je vais juste vous donner quelques exemples en espérant que ça vous donnera envie d'en chercher d'autres. Alors, il parle de quelqu'un qu'il croise dans la rue. Il ne le reconnaît pas. Il dit « Elle chercha quelque temps mon nom sur mon visage, comme un élève sur celui de son examinateur, une réponse qu'il eût trouvée plus facilement dans sa tête. » Première métaphore. Après, il va parler de Françoise, qui est une servante d'origine rurale, et qui répète les choses avec entêtement, qui a un côté très, un peu idéfixe. Et du coup, il va comparer cette manière de redire toujours la même chose à une fugue de Bach. Il dit que Françoise parle comme si elle était une fugue de Bach. Il va comparer une huître à un bénitier, une carcasse de poisson à une cathédrale. Et puis, par exemple, une dernière un peu prise au hasard, il va nous décrire Albertine, qui est une des héroïnes du roman, dont le héros à un moment tombe amoureux, observant d'autres jeunes filles, avec, je cite, un regard étroit et velouté qui se fixait, se collait sur la passante, si adhérent, si corrosif, qu'il semblait qu'en se retirant, il aurait dû emporter la peau. Donc il compare en fait le regard inquisiteur, très pressant d'Albertine sur une autre jeune fille, une sorte de pansement qui devrait arracher la peau de celui qu'on regarde. Alors, ce que vous avez noté, peut-être un tout petit peu moins dans la dernière métaphore que j'ai citée, mais dans les autres, c'est que ce sont des métaphores toujours embellissantes. C'est-à-dire qu'il va comparer quelque chose avec quelque chose d'encore plus beau. Il va comparer la manière de parler de Françoise avec des fugues de Bach. Il va comparer une huître à un bénitier, une carcasse de poisson à une cathédrale. Donc, très généralement, ce sont des métaphores qu'on peut qualifier d'embellissantes, de positives. Et ça, c'est assez volontaire. Il explique dans un autre texte consacré au critique d'art John Ruskin, dont il avait traduit 2 livres au début des années 1900, avant de se mettre à écrire À la recherche de temps perdu. Il reprochait à Ruskin de faire des comparaisons négatives, c'est-à-dire de comparer quelque chose avec quelque chose qui n'avait moins de valeur, et du coup, ça n'apportait pas grand-chose, cette métaphore. Et donc Proust, c'est intéressant de le noter, et c'est plutôt une forme de métaphore crescendo, métaphore embellissante, comme je disais, plutôt que l'inverse. Et c'est ce qui les rend peut-être encore plus charmantes et plus magiques. Alors, il y a d'autres petites choses à signaler avant de continuer un tout petit peu notre exploration proustienne, des petits symboles comme ça qui sont amusants à picorer. Vous savez peut-être que cette fameuse madeleine, dans les brouillons, avant d'être madeleine, c'était une biscotte. Et a priori, ça aurait pu être tout autre biscuit. La biscotte marche aussi bien que la madeleine, il n'y a pas de problème. Et à un moment, Proust, au moment où il révise ses cahiers de brouillons, il change biscotte pour petite madeleine. Et certains ont vu là une manière d'introduire très discrètement ces initiales. Parce que petite madeleine,
c'est P et M, et c'est Proust et Marcel. Et pour peut-être appuyer cette thèse, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ça on n'en saura jamais rien, mais en tous les cas la coïncidence est sans doute est intéressante à noter. Pour appuyer cette thèse, il faut aller à Brou, au monastère de Brou, en Bourgogne, où pour commémorer la mort de son époux Philibert au Moyen-Âge, Marguerite, sa femme, avait fait graver un peu partout, entrelacés, des P et des M. Et Proust va faire un séjour en Bourgogne. Il n'a pas beaucoup voyagé dans sa vie, mais il est allé en Bourgogne au début du XXe siècle. Et il va être très frappé par cet entrelacement de P et de M, de Proust et de Marcel, en quelque sorte. Et c'est possible que, enfin en tout cas, moi j'aime bien y croire, qu'au moment où il raye biscotte pour Maître Madeleine, il pense au monastère de Brou, que je vous invite à aller visiter si vous ne le connaissez pas. Alors, si je reviens maintenant un peu à la recherche du temps perdu et à ce qu'on peut y trouver, une des qualités qu'en général on aime mettre en avant pour inviter les non-lecteurs de Proust à devenir des lecteurs de Proust, c'est l'humour. Proust était, tous ses contemporains nous le disent, Proust était quelqu'un de très drôle, qui avait beaucoup d'humour, notamment un grand humour d'imitation. Il imitait beaucoup dans sa voix, dans leur manière, avec sa voix, les grandes personnalités publiques, les personnes qu'il croisait, que ses amis et lui croisaient dans les salons, les écrivains, les artistes. Il était assez fort pour imiter. D'ailleurs, il aimait bien se mettre à la place des autres, et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, peut-être que ça se sent aussi un peu à d'autres moments dans son œuvre. On a vraiment l'impression, j'y reviendrai, que quand on lit son œuvre, il parle certes de son héros, mais il parle aussi de son lecteur. On a l'impression, beaucoup de lecteurs de Proust ont l'impression qu'on parle d'eux-mêmes quand Proust écrit. Et ça, c'est sans doute lié à cette... Enfin, ça c'est pas lié, mais en tout cas, ça correspond aussi à cette manière qu'avait Proust d'être très fort en imitation, de pouvoir se mettre dans la pensée des autres, et dans la manière qu'avaient les autres de s'exprimer. Alors il y a beaucoup d'exemples de l'humour de Proust, qui se retrouvent parfois d'ailleurs dans ses citations. Et moi, il y a un exemple que j'aime tout particulièrement, parce qu'il est un peu moqueur, c'est quand il se moque justement du directeur du Grand Hôtel de Balbec. Balbec, c'est l'équivalent de Cabourg, enfin, à peu près, on va dire que c'est Cabourg. Donc à un moment, le héros, enfin à plusieurs reprises, le héros va aller au Grand Hôtel de Cabourg, donc de Balbec, et en l'occurrence là c'est l'arrivée à la deuxième séjour, c'est dans Sodome et Gomorrhe, à peu près au milieu de la recherche temps perdu. Il arrive, il est accueilli à nouveau par le directeur du Grand Hôtel, et le directeur du Grand Hôtel est quelqu'un qui fait ce qu'on appelle des cuirs, c'est-à-dire qu'il emploie un mot pour un autre en raison de leur proximité phonétique. Et Proust nous fait des descriptions de cela qui sont, je trouve, très très drôles. Alors c'est pas le seul exemple de son humour, mais comme il fallait que j'en choisisse un, j'ai choisi celui-là. Et je vais vous lire quelques phrases, enfin le début de cette arrivée de Proust au Grand Hôtel de Balbec et l'accueil que lui réserve le directeur. Au fur et à mesure qu'il apprenait de nouvelles langues, le directeur de l'hôtel parlait plus mal les anciennes. Il m'annonça qu'il m'avait logé tout en haut de l'hôtel. « J'espère, dit-il, que vous ne verrez pas là un manque d'impolitesse. J'étais ennuyé de vous donner une chambre dont vous êtes indigne, mais je l'ai fait rapport au bruit, parce que, comme cela, vous n'aurez personne au-dessus de vous pour vous fatiguer le trépan. » Pour tympan, précise Proust. « Soyez tranquille, je ferai fermer les fenêtres pour qu'elles ne se battent pas. Là-dessus, je suis intolérable. » Ces mots, précise Proust, n'exprimant pas sa pensée, laquelle était qu'on le trouverait toujours inexorable à ce sujet, mais peut-être bien celle de ses valets d'étage. Les chambres étaient d'ailleurs celles du premier séjour. Elles n'étaient pas plus bas, mais j'avais monté dans l'estime du directeur. Je pourrais faire du feu si cela me plaisait, car sur l'ordre des médecins, j'étais parti des Pâques. Mais il craignait qu'il y eût des fixures dans le plafond.
Surtout, attendez toujours pour rallumer une flambée que la précédente soit consommée pour consumer. Car l'important, c'est d'éviter de ne pas mettre le feu à la cheminée. D'autant que, pour égayer un peu, j'ai fait placer dessus une grande postiche en vieux Chine que cela pourrait abîmer. Le directeur m'apprit avec beaucoup de tristesse la mort du bâtonnier de Cherbourg. C'était un vieux routinier, dit-il, probablement pour Roublard, et me laissa entendre que sa fin avait été avancée par une vie de déboire, ce qui signifiait de débauche. Déjà depuis quelque temps, je remarquais qu'après le dîner, il s'accroupissait dans le salon, sans doute pour s'assoupisser. Les derniers temps, il était tellement changé que si l'on n'avait pas su que c'était lui, à le voir, il était à peine reconnaissant. Reconnaissable, sans doute, précisément. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais vous avez bien vu la mécanique qui se met en place pour introduire cet humour un peu taquin, on va dire, qu'a Proust d'écrire le directeur du Grand Hôtel qui l'accueille, donc à Balbec. C'est un des exemples parmi beaucoup d'autres. Il y a d'autres types d'exemples d'ironie, une peinture de société qui est très drôle. La plupart des gens, les comportements des gens, des personnes que le héros va croiser sont toujours décrites avec beaucoup d'ironie et leurs petits défauts vont être mis en exergue avec beaucoup d'acuité. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles, après les métaphores, il faut lire Proust. C'est un roman, contrairement à ce qu'on peut parfois penser, c'est un roman qui est très très drôle. Alors c'est aussi beaucoup d'autres choses, hein, à la recherche de temps perdu. C'est un témoignage historique, bien sûr, c'est un roman qui est ancré dans son époque. Hein. Le héros, il va essayer d'intégrer un bourgeois, hein, il va essayer d'intégrer les salons aristocratiques de son époque, il va essayer de s'approcher des artistes, donc ça parle de l'art au tournant du XXe siècle, ça parle des salons qui seront ce mode de vie qui va presque complètement disparaître après la Première Guerre, mais en tout cas être vraiment très modifié. Et donc c'est effectivement le témoignage, un témoignage très précis, très vivant de la vie à la Belle Époque, de la vie entre les années 80 et ça se termine un peu après la guerre. Donc c'est ça aussi, hein, ça peut intéresser aussi les historiens de lire à la recherche du temps perdu. D'autant qu'il y a des grands événements de l'histoire, hein, la guerre, mais aussi et surtout, j'allais dire, l'affaire Dreyfus, qui ont des rôles qui sont très très longuement expliqués, enfin pas expliqués, mais qui sont très présents dans le roman, avec toutes les oppositions, notamment pour l'affaire Dreyfus, que cela crée entre les anti-Dreyfusards, les Dreyfusards au sein même des salons, des familles qui se déchirent. Ça, Proust le décrit vraiment aussi très, très précisément et d'une manière avec toujours cette même acuité psychologique qui est fondamentale chez lui. Donc un témoignage historique. C'est aussi un recueil de maximes. Alors ça, c'est facile à trouver. Vous allez sur Internet, vous faites citation de Proust, vous en trouvez des centaines. Et c'est son côté La Rochefoucauld, si vous voulez. Il y a beaucoup de maximes de Proust. Des petites phrases, hein. En général, tout à l'heure, on disait que Proust faisait des longues phrases, mais il fait aussi des petites phrases qui sont des espèces de sentences, des enseignements moraux, et qui viennent ponctuer justement comme ça très fréquemment son discours. Et ça aussi, c'est très agréable à lire parce que ça renouvelle un petit peu l'attention du lecteur. Alors je vais vous donner, j'ai fait ma petite moisson, hein, on a chacune nos préférés, mais c'est très facile d'en trouver beaucoup d'autres, hein, parce qu'il y en a vraiment énormément, des exemples de maximes. Le désir fleurit, la possession flétrit toute chose. Les paradoxes d'aujourd'hui sont les préjugés de demain. Il y a des moments de la vie où une sorte de beauté naît de la multiplicité des ennuis qui nous assaillent. On devient moral dès qu'on est malheureux. Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. La constance d'une habitude est d'ordinaire en rapport avec son absurdité. L'être que je serai après la mort n'a pas plus de raison de se souvenir de l'homme que je suis depuis ma naissance que ce dernier ne se souvient de ce que j'ai été avant elle. Les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances. Ils n'ont pas fait naître celles-ci,
ils ne les détruisent pas. Bon, ça, c'est encore malheureusement très d'actualité à l'époque où se développe ce qu'on appelle les fake news. Hein. Les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances. Ils n'ont pas fait naître celles-ci, ils ne les détruisent pas. Puis une qui est plus poétique, une dernière, comme une fois de plus, on pourrait en citer beaucoup, beaucoup plus. Et je vous invite à aller du coup sur Internet, faire citation de Proust, vous verrez, il y a beaucoup de très belles choses. Une dernière d'un peu plus poétique. L'existence n'a guère d'intérêt que dans les journées où la poussière des réalités est mêlée de sable magique. C'est quand même beau, quoi, la poussière des réalités est mêlée de sable magique. Donc, un témoignage historique, un recueil de maximes, la poésie de la métaphore, la philosophie du temps et de cette incitation à nous faire comprendre que notre passé, on peut le croiser à tout moment dans notre vie. Et puis c'est aussi une philosophie de l'art, parce que Proust parle beaucoup de l'art, de la peinture, de la musique, de la littérature. Avec des visions, il avait fait de la philosophie quand il était étudiant, une vision qui est en grande partie inspirée de Schopenhauer, qui dit en quelque sorte que l'artiste nous aide à voir le monde différemment. Que ce qui compte, c'est pas de voir quelque chose de différent, c'est de voir la même chose que ce qu'on voit, même aussi banal soit-il, mais par les yeux d'un autre artiste. C'est pour ça que, par exemple, Proust aimait beaucoup Chardin, le peintre Chardin, qui représente, comme vous le savez, souvent des natures mortes, des repas terminés, qui ne sont pas forcément des sujets dont la beauté en soi saute aux yeux, si je puis dire. Et pourtant, ce qui est intéressant dans l'art, nous dit Proust, c'est précisément de pouvoir voir cette même scène, cette table desservie, cette corbeille de fruits, avec les yeux d'un autre artiste. Et l'artiste nous montre le monde qui nous entoure, mais d'une manière différente, avec sa vision. Eh bien, je vais vous lire une nouvelle citation, justement, pour essayer d'expliquer un petit peu cette vision que Proust porte dans son œuvre sur le rôle, la place de l'art. Et c'est une citation qu'on lit souvent d'une manière un peu déformée. Je vous expliquerai ensuite. Alors voilà ce que Proust écrit. Des ailes, un autre appareil respiratoire, et qui nous permisse de traverser l'immensité, ne nous servirait à rien. Car si nous allions dans Mars ou dans Vénus, en gardant les mêmes sens, ils revêtiraient du même aspect que les choses de la Terre, tout ce que nous pourrions voir. Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de 100 autres, de voir les 100 univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est. Et cela, nous le pouvons avec un Elstir, avec un Vinteuil, avec leur pareil. Nous volons vraiment d'étoile en étoile. Elstir, c'est le nom du peintre fictif dans la recherche, et Vinteuil, le nom du musicien fictif dans la recherche. Alors, la phrase qu'on entend souvent, qui est souvent reprise, on la trouve, des citations de Proust sans doute les plus connues, le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux. C'est même devenu parfois une sorte de slogan pour des séminaires de management d'entreprise où il faut voir différemment. Et alors quand on la voit sur Internet, elle est souvent accompagnée d'une photo de paysages sublimes, des Seychelles avec des couchers de soleil magnifiques, des grands canyons, enfin des paysages très 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 beaux. Et rien que cette association, en fait, c'est un contresens, parce qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est plutôt, si vous voulez, il faudrait plutôt l'illustrer avec une scène très banale, mais vue à travers des lunettes de soleil. C'est ça, en fait, qu'il voulait dire. Parce que c'est pas la beauté du paysage qui va faire l'art. C'est la différence dans le regard que porte l'artiste sur les choses qui nous entourent. Et ça, c'est vraiment fondamental dans son œuvre. On le retrouve à plusieurs endroits. Je vous dis une autre citation. Grâce à l'art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier. Et autant qu'il y a d'artistes originaux, autant nous avons de monde à notre disposition.
plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l'infini, et bien des siècles après qu'est éteint le foyer dont il émanait, qu'il s'appela Rembrandt ou Vermeer, nous envoient encore leur rayon spécial. C'est-à-dire qu'ils comparent les artistes à des étoiles, qui nous font voyager dans cette galaxie. Et bien après leur mort, comme les étoiles d'ailleurs, qui nous envoient encore de la lumière après leur disparition, eh bien, ils continuent d'illuminer notre vie. Et c'est un peu pour cela que finalement l'histoire importe peu. Enfin, je vous ai parlé de la vocation, que le fait de la recherche de perdu, c'est le roman d'une vocation, c'est le roman d'une prise de conscience, mais parfois le lecteur se dit mais pourquoi on me raconte tout ça, à quoi ça sert, pourquoi faire 200 pages sur un dîner, est-ce que c'était vraiment absolument utile? Bien oui, parce que c'est une démonstration de cette philosophie-là. C'est pas forcément un roman, c'est pas forcément un roman d'aventure, c'est pas forcément ce qui va se passer qui est intéressant pour Proust, c'est la manière dont Proust le dit. Et quand il va nous décrire pendant 200 pages un dîner, eh bien il va nous décrire les petites manies des uns et des autres, les phrases un peu ridicules, et c'est ça qui va faire l'intérêt de ces pages-là, et c'est le regard que lui-même, en tant qu'auteur, va porter sur ce dîner, qui va faire tout le sel de ces pages qui peuvent paraître un petit peu longuettes, parce que l'action n'avance pas, évidemment. Le narrateur va dîner, et bon, quand il bout de 200 pages, il a fini son dîner, mais il ne s'est rien passé d'autre. Mais c'est la manière, le regard de l'artiste qui transfigure cette scène du quotidien. Alors c'est aussi, et je dois dire, si je peux dire une touche personnelle, c'est la porte par laquelle moi je suis rentré dans Proust, quand j'étais adolescent, l'histoire d'un parcours sentimental. Proust est très fort pour consoler les chagrins d'amour, je trouve. Parce que, comme je vous l'ai dit, le narrateur, avant de trouver sa vocation d'artiste, il va penser que finalement la vraie vie, c'est d'aller, enfin, ce qui lui apporte de la joie, c'est de voyager. Donc, il va imaginer aller à Venise, il va espérer visiter des cathédrales. Bon. Puis quand il va y aller, finalement, c'est pas aussi bien que ce qu'il avait pensé. Et puis, il va se dire, non, en fait, ce qui va m'apporter le bonheur, c'est l'amour. Et en fait, il a une vie sentimentale qui est, à quelques exceptions près, à très très rares exceptions près, assez triste. Il est très jaloux, il tombe amoureux, mais c'est pas réciproque. Et quand moi j'ai découvert Proust, j'ai découvert Proust au moment du bac. Enfin, excusez-moi de parler de moi, mais juste très très brièvement, j'ai découvert Proust au bac français en 1986. Et j'avais l'impression que justement ces phrases sur les relations compliquées, les relations sentimentales compliquées, j'avais vraiment l'impression, comme je le disais tout à l'heure, que je vivais exactement la même chose que ce que vivait le narrateur. Il y a un effet, mais vraiment comme, je ne sais pas si vous avez déjà été hypnotisé ou si magnétisé, mais on vous dit, mais comment fait-il pour savoir ce que je pense? C'est incroyable. Enfin, où est-il caché dans ma tête pour que ce qu'il écrive corresponde à ce point-là à ce que j'ai ressenti ou ce que je ressens encore? Alors c'est vrai, en l'occurrence pour les parcours sentimentaux, mais ça peut être vrai pour tout un tas d'autres choses. En ce qui m'avait concerné, c'était par cette porte-là. Après, maintenant, j'ai vécu et je suis passé à d'autres préoccupations et d'autres sujets de priorité dans mon intérêt pour Proust, mais cette notion de Proust comme étant une sorte de... Oui, le pouvoir apaisant de son œuvre sur les chagrins d'amour me paraît important à souligner, parce que c'est pas forcément toujours dit. Alors, je vais vous lire une phrase que je trouve absolument magnifique, justement, à ce sujet. En fait, donc Proust est amoureux d'Albertine, enfin le narrateur, pardon, est amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Albertine, qu'il a croisée au bord de la mer, et puis ça se passe pas très bien, il est jaloux, il a l'impression qu'elle l'aime pas assez, enfin bref, je vous passe les détails. Et puis tout d'un coup, il y a une soirée qui va être absolument magique, où ils vont être heureux tous les deux, le temps d'une soirée. Ils vont se promener sur la plage, ils vont boire du champagne dans la forêt, enfin, le tableau romantique idéal. Et voilà ce que Proust écrit juste après. J'aurais dû partir ce soir-là, sans jamais la revoir. Je pressentais dès lors que dans l'amour non partagé, autant dire dans l'amour, car il est des êtres pour qui il n'est pas d'amour partagé, on peut goûter du bonheur seulement ce simulacre qui m'en était donné, à un de ces moments uniques dans lesquels la bonté d'une femme, ou son caprice, ou le hasard, applique sur nos désirs, en une coïncidence parfaite, les mêmes paroles, les mêmes actions, que si nous étions vraiment aimés. La sagesse eût été de considérer avec curiosité, de posséder avec délice cette petite parcelle de bonheur,
à défaut de laquelle je serais mort, sans avoir soupçonné ce qu'il peut être pour des cœurs moins difficiles ou plus favorisés. De supposer qu'elle faisait partie d'un bonheur vaste et durable, et qui m'apparaissait en ce point seulement, et, pour que le lendemain n'inflige pas un démenti à cette feinte, de ne pas chercher à demander une faveur de plus, après celle qui n'avait été due qu'à l'artifice d'une minute d'exception. J'aurais dû quitter Balbec, m'enfermer dans la solitude, y rester en harmonie avec les dernières vibrations de la voix que j'avais su rendre un instant amoureuse, et de qui je n'aurais plus rien exigé que de ne pas s'adresser davantage à moi, de peur que par une parole nouvelle, qui n'eût pu désormais être que différente, elle vint blesser d'une dissonance le silence sensitif, où, comme grâce à quelques pédales, aurait pu survivre longtemps en moi la tonalité du bonheur. Ça se termine en plus par une jolie métaphore pianistique, la pédale du piano qui fait vivre au-delà du son, au-delà de la naissance du son, les vibrations que le pianiste a créées en actionnant la touche. Voilà, je trouve que c'est une très très belle phrase, et on le trouve aussi dans certaines, c'est encore le ressort de certaines commandies romantiques, où les gens se séparent à un moment où ils se disent il vaut mieux qu'on se sépare maintenant parce que c'est trop bien et ça pourra jamais être possible. Et Proust l'avait écrit. Et il y a beaucoup d'autres moments, d'autres pages sur le désespoir de ne pas être auprès de celle qu'on aime, ou de celui qu'on aime, les actes maladroits qu'on est amené à faire dans ces cas-là, et qui, au contraire, au lieu de faire en sorte que les gens qu'on aime tombent amoureux de nous, ont plutôt tendance à les agacer. Il y a des phrases très 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 fines sur cette question-là, et c'est aussi, donc, en tous les cas, pour moi ça l'a été, donc peut-être que pour d'autres ça peut l'être aussi, une des clés d'entrée dans l'œuvre de Proust. Un autre message aussi que je voulais souligner rapidement, c'est le fait qu'il nous apprend à développer notre regard, la manière dont on perçoit les choses. J'en ai un petit peu parlé au moment de la Madeleine, en disant qu'on ne sait pas quel objet va tout d'un coup peut déclencher en nous cette réminiscence. J'en ai aussi parlé quand je disais qu'il aimait beaucoup Chardin et les descentes de table. Eh bien, dans son œuvre, il y a beaucoup de descriptions d'un moment, d'un rayon de lumière sur un balcon, de la manière dont un vêtement est porté, enfin de tout petits détails de la vie quotidienne qui prennent une beauté absolument incroyable, décrits par lui. Et ça nous incite à être, je trouve, sensibles aux petites beautés du quotidien. Alors on ne vit pas tous dans des musées, on ne vit pas tous avec des chefs-d'œuvre accrochés à nos murs, on ne vit pas tous entourés de poètes qui nous déclament de la poésie du matin au soir. Et ben c'est pas forcément ça qui est nécessaire, c'est pas forcément ça qui est indispensable. On peut vivre entouré des beautés qui sont autour de nous. Il faut être sensible à la manière dont un objet est sur une étagère, à la manière dont un rayon de lumière va venir 20 secondes éclairer telle ou telle pièce. Et on en trouve souvent des exemples à la recherche du temps perdu, et ça développe en fait notre sensibilité d'une manière très, très forte. C'est aussi, la recherche du temps perdu, un livre d'analyse psychologique. Dans un reportage télévisé connu, je crois qu'il date des années 50, de Roger Stéphane, un certain nombre d'écrivains ou de gens qui ont connu Proust sont interviewés, dont François Mauriac, qui dit, avec la voix cassée qu'on lui connaît, avant Proust, on refaisait du Benjamin Constant. Parce que, avant Proust, ce que ça veut dire, c'est que le grand romancier d'analyse psychologique qui était réputé pour justement ces analyses, c'était Benjamin Constant. Et c'est pour dire qu'il y a chez Proust cette volonté de comprendre les actions de chacune des personnes qui interviennent dans le roman, de son héros bien sûr, mais de toutes les personnes. Donc il va chercher à le moindre geste, le plus insignifiant soit-il, il va essayer de l'expliquer en faisant tout un tas d'hypothèses pour comprendre pourquoi telle personne a agi de telle manière. Je vous donne un exemple tout bête, qui se passe à nouveau au Grand Hôtel de Balbec. Il est
l'ascenseur, hein, et il compare le liftier qui tire sur des tuyaux. À l'époque, il y avait donc un liftier, puis c'était pas des boutons, c'était des tuyaux qu'il compare d'ailleurs à des tuyaux d'orgue. Et puis, il dit une phrase banale, comme ça, pour détendre l'atmosphère, hein, dans l'ascenseur qui l'emmène sur sa chambre. Il dit, ah, ça a l'air assez compliqué, tout ce que vous faites. Et le liftier ne répond pas. Et voilà ce qu'écrit Proust. Il ne me répondit pas. Soit étonnement de mes paroles, attention à son travail, souci de l'étiquette, dureté de son ouïe, respect du lieu, crainte du danger, paresse d'intelligence ou consigne du directeur. Vous voyez, juste pour expliquer pourquoi, pendant un trajet de 20 secondes, quelqu'un auquel il a fait une blague ne lui répond pas, eh bien, il nous donne 7, 8, 9 raisons possibles. J'allais dire que c'est presque le côté mathématicien de Proust, le côté, il va donner une partition au sens mathématique de toutes les hypothèses, même les plus improbables. Il ne va rien laisser dans l'ombre. Quand il va essayer d'expliquer pourquoi telle personne a fait semblant de ne pas le reconnaître, ben, il va vraiment prendre en compte toutes les hypothèses possibles, même celles qui sont, a priori, qu'on pourrait exclure très rapidement. Et c'est ce qui fait que son analyse psychologique est très riche. Je vous donne un autre exemple. Il va parler de Monsieur de Charlus, qui est un des nobles assez colérique, un personnage important de l'œuvre, qui refuse de répondre à quelqu'un dont il perçoit l'impatience. Alors, il nous explique. Monsieur de Charlus obéissait ainsi, peut-être, sans le vouloir, à cette consigne universelle qu'on a de ne pas renseigner les jaloux, soit pour se montrer absurdement bon camarade, par point d'honneur, et la détesta-t-on envers celle qui excite la jalousie, soit par méchanceté pour elle, en devinant que la jalousie ne ferait que redoubler l'amour, soit par ce besoin d'être désagréable aux autres, qui consiste à dire la vérité à la plupart des hommes, mais aux jaloux, à la leur taire, l'ignorance, augmentant leur supplice, du moins à ce qu'ils se figurent. Et pour faire de la peine aux gens, on se guide d'après ce qu'eux-mêmes croient, peut-être à tort, le plus douloureux. Voilà, il explique comme ça, avec plusieurs branches, plusieurs hypothèses, les raisons qui font que M. de Charlus refuse de donner à quelqu'un qui l'interroge des renseignements sur la femme dont cette personne est amoureuse. C'est un peu ce que j'appelle le côté mathématicien. C'est vraiment vous savez, en mathématiques, il faut toujours, quand on calcule une intégrale, il faut d'abord montrer qu'elle est convergente, il faut vérifier que le dénominateur n'est pas nul, sinon on n'est pas dans le domaine de définition. Enfin, voilà, excusez-moi de cette petite considération-là. Proust, paradoxalement, n'était pas bon en mathématiques, et ça reste un peu une énigme pour moi, parce que la manière dont il décortique tous les cas les plus improbables, et sans rien laisser de côté, font qu'à mon avis, il aurait pu être un bon analyste, au sens mathématique. Et puis, c'est même un manifeste politique. Alors ça, c'est pas forcément très connu, parce qu'on a l'impression que Proust écrit des salons, des bourgeois, un truc un peu de gens riches entre soi. Et en fait, oui, évidemment, c'est ça se passe dans un milieu de gens aisés. Il serait idiot de dire l'inverse. Néanmoins, il y a aussi une description très amicale, très presque passionnée de gens. On a parlé tout à l'heure de Françoise, là, cette servante, mais il y en a beaucoup d'autres, de gens de milieux moins favorisés. Il y a une sorte d'attention que Proust leur porte, et d'attention affectueuse. Et puis, il y a un moment, une phrase complètement incroyable, qu'on a un tout petit peu citée, d'ailleurs, qui est revenue un petit peu à l'actualité au moment des Gilets jaunes, où il y avait ces manifestations qui passaient sur les Champs-Élysées à côté de grands restaurants dans lesquels il y avait des gens qui prenaient encore leur déjeuner. Enfin, cette confrontation entre deux populations vraiment très opposées. C'est une phrase qui est dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, et dont on pense que Proust l'a peut-être écrite après la Révolution russe. On peut y trouver peut-être des inquiétudes, ou en tout cas des réflexions politiques qui lui sont venues à ce moment-là. Je vous la lis, c'est vraiment une très très belle phrase aussi. La salle à manger du grand hôtel devenait comme un immense et merveilleux aquarium. C'est une salle à manger avec des grandes baies vitrées qui donnent sur la mer.
devenait comme un immense et merveilleux aquarium, devant la paroi de verre duquel la population ouvrière de Balbec, les pêcheurs et aussi les familles de petits bourgeois, invisibles dans l'ombre, s'écrasaient au vitrage pour apercevoir, lentement balancée dans des remous d'or, la vie luxueuse de ces gens, aussi extraordinaire pour les pauvres que celle des poissons et des mollusques étranges. Une grande question sociale, ajoute Proust, est de savoir si la paroi de verre protégera toujours le festin des bêtes merveilleuses, et si les gens obscurs, qui regardent avidement dans la nuit, ne viendront pas les cueillir dans leur aquarium et les manger. C'est une phrase, vous voyez, avec une portée politique quand même assez forte, hein, qui est un peu inattendue, d'ailleurs, dans l'œuvre que Proust écrit. Voilà, et donc pour vous dire que au-delà de cet humour, de l'analyse psychologique, du recueil de maximes, de toutes les choses dont j'ai parlé, il y a aussi parfois des sortes de considérations politiques, dont celle-ci, à mon avis, la plus symbolique, qui affleure et qui renouvelle là encore l'intérêt qu'on porte à cette lecture. En quelque sorte, on pourrait presque dire qu'il y a une phrase de Proust pour chaque instant de la vie, pour chaque situation. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est quand même, parmi la plupart des écrivains, c'est celui pour lequel c'est sans doute le plus vrai. Et du coup, c'est pour ça aussi que ça devient une sorte de Bible pour ceux qui sont tombés dedans, parce qu'ils y trouvent tout, ils y trouvent leur raison de vivre, ils y retrouvent leur raison de penser, d'aimer l'art. Enfin, il y a un côté très... pas sectaire, ça serait méchant de dire ça, hein, mais un côté très globalisant dans l'œuvre de Proust. Et une fois qu'on est tombé c'est comme Obélix, quoi, une fois qu'on est tombé dans la marmite, on a vraiment du mal à s'en remettre. Pardon pour cette métaphore, hein, je disais tout à l'heure que Proust aimait les métaphores embellissantes, je ne suis pas certain qu'il trouverait que celle que je viens de faire le soit. Alors, pour terminer, eh bien, je voudrais juste vous dire un conseil par où commencer. Parce qu'il y a des gens, donc, je le disais en introduction, qui commencent par du côté de chez Swann, qui est donc le premier des 7 volumes. Donc, la logique veut qu'on commence par du côté de chez Swann. C'est pas forcément le plus facile, il faut bien le reconnaître. C'est un Proust très dense, on va arriver très vite à la scène de la Madeleine, mais à des préoccupations d'enfance qui sont pas forcément celles qui rentrent tout de suite en écho avec les préoccupations du lecteur contemporain. Alors, si ça marche, tant mieux, il faut commencer par du côté de chez Swann, et si ça marche, il faut persévérer. Mais si ça marche pas quand on commence par du côté de chez Swann, il ne faut pas s'inquiéter, il y a d'autres manières de pénétrer dans l'œuvre de Proust. La première des autres manières, c'est de lire Un amour de Swann. Alors, Un amour de Swann, c'est pas du côté de chez Swann, c'est la partie médiane du côté de chez Swann. Du côté de chez Swann est en 3 parties, et nous, la deuxième de ces 3 parties, ça s'appelle Un amour de Swann. C'est en fait un souvenir que Proust, enfin une histoire d'amour, comme le nom l'indique, qui s'est passée bien avant la naissance du narrateur, entre un personnage qui s'appelle Swann et une femme qui s'appelle Odette. Et donc ça crée, ça fait 150 pages quoi, à peu près, et c'est une histoire autonome de tout le reste. Donc ça peut rassurer les gens qui se disent oulala, moi je peux pas m'engager à lire 3000 pages. Ben, on peut commencer par Un amour de Swann parce que c'est beaucoup plus petit, et on y retrouve déjà toute la plupart des préoccupations qui seront développées par Proust dans tout le reste du roman. À tel point que certains disent que c'est un peu, en comparaison du reste, l'Ancien Testament. Si la recherche du temps perdu serait en quelque sorte le testament, hein, dont le personnage principal serait le narrateur, ben, l'Ancien Testament, ça serait Un amour de Swann avec Swann. Et pourquoi ? Parce que Swann, c'est quelqu'un qui est très doué, un esthète, mais un intellectuel qui s'intéresse beaucoup à la peinture, et qui, à cause d'une histoire sentimentale compliquée, va pas réussir justement à concrétiser sa vocation. Il va rester toujours en train d'écrire, de ne pas réussir à achever l'étude qu'il doit écrire sur Vermeer. Et c'est le contre-exemple absolu pour le narrateur. Et le narrateur va souvent... C'est une sorte de jouisseur de l'art, et qui ne va pas réussir à consolider sur cette qualité de sensibilité qu'il a pour devenir lui-même un créateur. Donc il y a des points communs entre le narrateur et Swann, et justement le narrateur va réussir à dépasser ce modèle que représente Swann.
Alors ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de commencer par un autre volume. C'est tout à fait possible. Hein, je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait, c'est une sorte de cycle. Hein. Une fois qu'on a fini la recherche du temps perdu, on a envie de recommencer. Donc, qui dit cycle dit qu'on peut a priori commencer là où on veut. Certaines personnes commencent par Un l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui est un rayon qui est plus frais. C'est l'adolescence, c'est les premiers voyages au bord de la mer, les jeunes filles, les discussions avec les parents sur l'avenir. Enfin, il y a des choses, quand on a 20, 25 ans, ça peut être une introduction intéressante. D'autres commencent par Le côté de Guermantes, qui est le 3e volume, qui vient d'ailleurs d'être mis en scène à la Comédie Française, qui est donc sur les relations dans les salons, sur la description sociale des riches aristocratiques, avec des critiques assez acerbes, assez drôles. Et ça marche assez bien. Et puis, il y a Les gens pressés. Les gens pressés, ils vont directement t'en retrouver donc le dernier volume, et donc la dernière partie qui contient des phrases mais absolument magnifiques sur justement cette naissance de la vocation, cette épiphanie, quand tout d'un coup, enfin, le narrateur se dit, mais en fait, ma vie c'est ça, il faut que je me mette à écrire, et j'ai trouvé ce que j'allais écrire. C'est absolument sublime, et ça vous remonte le moral, même dans les périodes les plus sombres. Voilà, donc j'espère qu'après cette petite présentation de ma passion proustienne, vous serez quelques-uns à avoir envie, si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre la grande communauté des lecteurs de l'œuvre de Marcel Proust.